Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau sur la chaîne et merci beaucoup de me rejoindre. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner sur Substack et Patreon. Vous y trouverez davantage de contenu et j'ai un projet vraiment passionnant qui y sera lancé plus tard ce mois-ci. J'espère sincèrement vous y retrouver. Le marché obligataire japonais a longtemps été l'endroit le plus calme de la finance mondiale. Il était prévisible et stable. Les investisseurs du monde entier considéraient les obligations d'État japonaises non pas forcément comme une source de rendement, mais comme l'épine dorsale du système financier mondial. Un lieu où rien de spectaculaire ne se produisait jamais. Mais cette époque est désormais révolue. Elle est terminée. Cette semaine, un événement sans précédent s'est produit et je veux en partager les détails avec vous. Nous parlerons également de ses répercussions sur l'économie américaine. Les rendements des obligations d'État japonaises à 40 ans ont dépassé les 4% pour la première fois depuis leur introduction en 2007. Ils n'ont pas simplement augmenté légèrement, ils ont en réalité bondi brusquement, atteignant environ 4,2% en une seule séance. Pour un pays qui a bâti tout son modèle économique sur des taux d'intérêt ultra bas, c'est une onde de choc. Et cette onde de choc ne concerne pas seulement le Japon, mais aussi le reste du monde, y compris les États-Unis, car le Japon est le plus grand détenteur de la dette américaine. Tout est donc très interconnecté. Et bien sûr, ce n'est pas seulement une histoire japonaise. Cette décision fait déjà grimper les coûts d'emprunt aux États-Unis. Elle ébranle les marchés boursiers, fait monter l'or et ravive les craintes d'un débouclage massif du carry trade sur le yen. Alors, que se passe-t-il? Et pourquoi le monde est-il soudainement si nerveux à propos des obligations japonaises? Le déclencheur, c'est la politique. Lundi, la première ministre Sanae Takeuchi a annoncé des élections législatives anticipées prévues pour le 8 février. Elle a été très claire. Elle veut obtenir un mandat pour ce qu'elle a appelé un changement majeur de politique. Les investisseurs ont immédiatement compris. Ils ont saisi ce que cela signifiait réellement. Cela signifie plus de dépenses, plus de relance et une politique budgétaire plus souple. Et cela ne sortait pas vraiment de nulle part. C'était pas une surprise. Comme je l'ai mentionné dans mes précédentes vidéos sur ma chaîne, il y a environ un mois, en novembre, Takeuchi a dévoilé un vaste plan de dépenses publiques de 135 milliards de dollars. Puis un autre signal est venu que les marchés du monde entier n'ont pas apprécié, et cela les a ébranlés. C'était sa proposition de suspendre la taxe sur les ventes de 8% sur les produits alimentaires pendant 2 années entières. En vérité, pour les ménages, cela ressemblait à un soulagement. Mais pour les investisseurs obligataires et les marchés mondiaux, cela sonnait comme un avertissement, un sérieux avertissement. Le Japon a déjà l'un des niveaux d'endettement les plus élevés au monde. Selon la mesure utilisée, la dette publique se situe entre 200 et 250% du PIB du Japon. Elle restait gérable tant que les coûts d'emprunt étaient proches de zéro, mais lorsque les rendements commencent à augmenter, comme c'est le cas aujourd'hui, les calculs changent, et changent très vite. En conséquence, pour les raisons que je viens d'évoquer brièvement, les marchés obligataires ont réagi immédiatement, avec une grande rapidité. Les traders ont commencé à vendre la dette japonaise à très long terme, ce qui a fait baisser les prix et grimper les rendements. L'obligation à 40 ans a été la plus touchée, mais les rendements à 30 et 20 ans ont également bondi. En seulement quelques semaines, le rendement à 40 ans est ainsi passé d'environ 3,6% au début de l'année, il y a à peine une vingtaine de jours, à plus de 4%. C'est un mouvement considérable selon les standards du marché obligataire. Pour le replacer dans son contexte, les obligations à très long terme
sont moins ancrés par les politiques des banques centrales et sont beaucoup plus sensibles à des facteurs comme l'offre, la demande et la crédibilité budgétaire. À l'inverse, la dette à court terme évolue en fonction des anticipations de taux d'intérêt. La dette à long terme, elle, évolue avec la confiance, laquelle est remise en question, pour le dire avec prudence. Un trader a décrit la vente massive comme un événement à deux écarts types, d'après les rapports que j'ai lus. En termes simples, il s'agissait d'un repositionnement de niveau panique, d'une vente de niveau panique. Certains d'entre vous se demanderont peut-être qui va acheter toute cette dette et à quel prix? C'est en réalité une très très bonne question à poser à ce stade. Traditionnellement, le Japon pouvait compter sur un vaste vivier d'acheteurs nationaux, des investisseurs domestiques tels que les fonds de pension, les compagnies d'assurance vie et les institutions prudentes, toujours en quête d'actifs à long terme. Mais cette demande s'estompe en réalité. La démographie évolue rapidement au Japon et les bilans sont sous tension, tant sur place qu'à l'échelle mondiale. Le problème, c'est qu'il pourrait ne plus y avoir d'acheteurs stratégiques sur la partie longue de la courbe. Ce vide a cette fois-ci une réelle importance. Lors de l'adjudication de mardi sur les obligations japonaises à 20 ans, la demande s'est révélée nettement faible. Le ratio de couverture des offres est tombé en dessous de la moyenne récente, renforçant l'idée que les investisseurs se retirent plutôt qu'ils ne se positionnent. Ils ne se sentent pas vraiment aventureux. La hausse des rendements japonais est importante, car le Japon se trouve au centre des flux de capitaux mondiaux. Pendant des années, les investisseurs ont emprunté à bas coût en yens, puis ont réinvesti cet argent dans des actifs à rendement plus élevé à l'étranger. Bons du Trésor américain, actions, crédits d'entreprise, et ainsi de suite. Ce qu'on appelle le carry trade est devenu un pilier de la liquidité mondiale. Mais lorsque les rendements domestiques augmentent, les incitations s'inversent. Réfléchissez-y. Pourquoi prendre un risque de change et s'endetter à l'étranger quand on peut obtenir près de 4% sur la dette publique à long terme au Japon? Ça n'a plus aucun sens de faire cela désormais. Donc, si les investisseurs japonais commencent à rapatrier leurs capitaux, s'ils ramènent cet argent au Japon, les marchés mondiaux le ressentiront immédiatement, instantanément. Nous voyons déjà les premiers signes de ce phénomène. Le même jour où les rendements japonais à 40 ans ont dépassé les 4%, comme je viens de le mentionner, les rendements des bons du Trésor américain à 30 ans ont grimpé à environ 4,9%, leur plus haut niveau depuis des mois. Les coûts d'emprunt à long terme augmentent partout dans le monde, non pas parce que la croissance est en plein essor, bien sûr, mais parce que l'un des plus grands exportateurs de capitaux au monde revoit la répartition de ses investissements. Si les rendements continuent d'augmenter, les coûts du service de la dette du Japon finiront par croître. En conséquence, cela exercerait une pression sur les budgets futurs. Si la Banque du Japon intervient de manière agressive pour plafonner les rendements et les empêcher de monter davantage, elle risque d'affaiblir encore plus le yen. Mais si elle choisit de ne rien faire, la volatilité pourrait s'intensifier. Vous voyez donc, c'est une position très difficile à tenir et il semble qu'il n'y ait pas de bonne solution. Dans tous les cas, quelqu'un y perdra et à l'échelle mondiale, les répercussions sont tout aussi graves. Des rendements à long terme plus élevés agissent comme une force de gravité sur les actifs risqués. Ils rivalisent avec les actions, resserrent les conditions financières et menacent également de défaire des années d'endettement fondées sur l'hypothèse que les taux japonais resteraient proches de zéro pour toujours. Cette hypothèse est désormais menacée et c'est pourquoi les investisseurs du monde entier se concentrent soudainement sur le Japon. Ce n'est pas à cause des chiffres de croissance ou des données sur l'inflation, mais à cause de la politique et de la confiance,
ou du manque de confiance dans les politiques budgétaires de Takaichi. Il est désormais clair que le Japon peut encore dépenser, certes, mais il ne peut plus faire semblant que l'emprunt est gratuit. Ce qui se passera entre maintenant et l'élection de février pourrait en réalité façonner non seulement l'avenir budgétaire du Japon, mais aussi l'orientation des rendements mondiaux dans les mois à venir. Et pour un monde déjà sur le qui-vive, cela fait du drame du marché obligataire japonais un sujet qu'aucun investisseur ne peut se permettre d'ignorer. Faites-moi part de vos réflexions sur ce sujet. J'aimerais beaucoup connaître votre avis, comme toujours. Merci infiniment de m'avoir accompagné pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous l'avez apprécié. Soutenez mon travail, j'apprécie sincèrement chacune et chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Substack ou Patreon. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.